Après de longues heures de concertation, la commission électorale a enfin départagé le chef de l'État sortant Ali Bongo Ondimba et son rival Jean Ping. Ali Bongo Ondimba est réélu pour un second septennat avec 49,80% des suffrages contre 48,23% pour Jean Ping. L'opposition gabonaise, de son côté, crie au scandale. Elle rejette catégoriquement les résultats de la commission électorale et réclame un nouveau décompte dans la province d'Ogooué. L'ex-patron de l'Union africaine Jean Ping, vainqueur autoproclamé du scrutin de samedi, prétend renverser la famille au pouvoir depuis 1967 dans cette partie de l'Afrique où l'alternance politique est exceptionnelle. Mardi, son équipe de campagne a de nouveau revendiqué la victoire. Jean Ping possède une avance de 60 000 voix sur Ali Bongo qui sera impossible à rattraper sauf fraude massive, a-t-elle affirmé. Des violences opposent déjà des manifestants pro-Ping aux forces de l'ordre dans le centre de Libreville. Une ville frontalière prise en étau entre le Rwanda et le Burundi, aux relations diplomatiques difficiles. Le commerce tourne au ralenti à Ayanjaru depuis 2015, quand le président burundais s'est présenté à un troisième mandat controversé, accusant le Rwanda de soutenir la rébellion. Le Burundi a interdit aux bus de franchir les barrières, officiellement pour des raisons de sécurité. Les voyageurs doivent maintenant traverser la frontière à pied. Depuis cette interdiction, le prix du trajet a beaucoup augmenté. Maintenant, pour faire un aller-retour, ça coûte 20 000 francs rwandais, alors qu'avant, ça ne coûtait que 12 000. Fin juillet, le Burundi a également interdit l'exportation de produits alimentaires, disant craindre une pénurie à cause de la sécheresse. Une décision qui touche surtout les petits commerçants. Notre commerce a été très affecté par la décision du Burundi. Nos principaux clients venaient du Burundi et traversaient la frontière pour acheter nos produits. Mais certains ont trouvé des astuces pour faire passer quelques marchandises au noir et survivre. Je cache un peu de riz sous mes vêtements et je passe la frontière. Au Rwanda, les prix des denrées alimentaires ont déjà augmenté. Le gouvernement a qualifié la décision du Burundi d'illégale, car contraire au statut de la communauté des États d'Afrique de l'Est. La production de phosphate, stratégique pour l'économie tunisienne, est depuis 2 jours à l'arrêt à Metlaoui, un des principaux sites du bassin minier, en raison de protestations de chômeurs. Nous organisons ce sit-in en raison de la décision de Habib Essid prise le 15 juin 2015 concernant nos embauches. Il n'y a rien eu de tout ça jusqu'à maintenant. Nous sommes encore en sit-in et nous bloquons toujours. Nous ne permettrons la réouverture de la société de phosphate de Gafsa qu'après la concrétisation de nos revendications. Les autorités n'ont pas respecté l'accord qui a été conclu. Le gouvernement ici est parti sans rien faire, ont clamé les manifestants. Chahed, chef de l'actuel gouvernement, entré en fonction lundi, aura pour principale tâche de corriger les imperfections du régime précédent. Ainsi, il devra tout mettre en œuvre pour relancer l'activité industrielle du pays, minée par les conflits sociaux, en particulier depuis la révolution de 2011. L'industrie du phosphate représentait à l'époque quelques 10% des exportations tunisiennes et près de 30 000 emplois directs et indirects. Mais, en 5 ans, la production a été divisée par plus de 2, passant de 8 à 3,2 tonnes, ce qui a aggravé le déficit de la balance commerciale. Le phosphate tunisien est principalement utilisé dans l'agriculture pour la fabrication d'engrais. Basée à Gafsa, la CPG est parmi les plus importants producteurs de phosphate au monde. Cette entreprise publique est de loin le principal employeur de la région, l'une des plus pauvres de Tunisie et qui avait été le théâtre dès 2008 d'une insurrection alors réprimée dans le sang par le régime de l'ex-dictateur Zine El Abidine Ben Ali. Selon une étude de l'ONU publiée en 2013, plus de 99% des femmes ont été victimes de harcèlement en Égypte, où elles sont quotidiennement confrontées aux remarques obscènes, voire aux attouchements. Il y a 8 ans, Noa Elostaz faisait sensation en Égypte, devenant la première femme à faire condamner son agresseur pour harcèlement sexuel. Aujourd'hui, le regard de la société a évolué, les condamnations ont augmenté et les militants reconnaissent des progrès. Aujourd'hui, il y a un crime dans la loi appelé harcèlement sexuel et une punition. Cela fait une différence. Tous les mouvements depuis 2011, politiques et non politiques, ont aidé et beaucoup de femmes ont commencé à porter plainte. Il y a des cas qui ont été gagnés.
Depuis l'adoption en juin 2014 d'une nouvelle loi criminalisant le harcèlement sexuel, l'ONG féministe a remporté plus de 50 procès, obtenant le plus souvent des peines de prison pour les agresseurs. Une évolution en partie due à la multiplication des cas d'agression sexuelle en marge de manifestations qui ont choqué l'opinion publique. Malgré cela, la société et les autorités ont longtemps ignoré le phénomène, préférant faire porter aux victimes la responsabilité de ces incidents isolés. Maintenant, je vois que le scandale est la solution. Tout le monde me demande pourquoi je ne parle plus à mon frère. Je leur réponds que c'est parce qu'il a fait cela. Même au travail, parce qu'on travaille ensemble, quand quelqu'un me demande, je réponds que c'est parce qu'il a fait ça. L'épineuse question du harcèlement a fait irruption sur la scène publique en 2006 quand des groupes d'hommes ont agressé plusieurs femmes au Caire un jour de fête. La presse a ignoré l'incident, dénoncé par des blogueurs. Après la révolte de 2011, des groupes de volontaires se sont organisés pour protéger les femmes des agressions collectives lors des manifestations. De plus en plus de victimes prenaient la parole pour partager leur expérience. Des graffitis anti-harcèlement ont fleuri sur les murs du centre-ville.